l'industrie de l'agriculture. Vous parlez de l'épargne, l'investissement en 2021 de l'État représentait 6%, quand les dépenses sociales représentaient 31%. La moyenne est à 21% de dépenses publiques dans la zone euro. Il y a des pays qui étaient en crise, comme je pense à la Suède par exemple, dans les années 90, qui avaient investi massivement dans l'éducation notamment et qui avaient réduit drastiquement leurs dépenses sociales. Nous allons être obligés de le faire en France d'ici quelques temps. Quel est votre point de vue à ce propos ? Je pense que nous avons surtout un problème de nombre de personnes au travail dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, pour financer notre modèle social, il n'y a pas assez de cotisants. Et pour ça, il faut pas seulement de retraités, les retraités, puisque vous avez des pays qui arrivent pour un actif, pour un retraité, ça ne marche pas. Donc nous avons aujourd'hui, avec la démographie qui est la nôtre, même si elle baisse, c'est pas certain que ça dure, nous avons... vraiment un problème de démographie. Attendez, je termine, je réponds à votre première question. Je ne fais pas un débat avec vous, j'essaie de répondre à vos questions, elles sont nombreuses, et donc j'essaie de le faire dans un temps réduit. Donc nous avons à remettre une partie de la population en capacité de travailler au travail, c'est-à-dire, et de répondre à ses aspirations. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui disent, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, mais ils voient pas à quoi ça sert de travailler pour des entreprises qui privilégient finalement le profit financier, qui captent essentiellement la valeur. Donc les jeunes, et j'ai des enfants, j'entends exactement ce qu'ils me disent, de la génération des 20 ans, 20-25 ans. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, moi je préfère travailler pour moi, plutôt que travailler pour quelqu'un finalement, qui ne me donne pas le sens dans ce que je fais. Et je trouve que ça suppose finalement une réforme du capitalisme qu'il va falloir commencer à faire avancer. Et dans beaucoup d'entreprises... Qui va peut-être se passer du côté du Moyen-Orient, de l'Asie, de ces pays-là. On pourrait imaginer qu'il y ait des systèmes obligataires qui s'institutionnalisent également côté Moyen-Orient, Russie, Iran, tous les pays avec lesquels nous n'entretenons pas forcément de très bonnes relations, et que le système de Bretton Woods soit sur le déclin. Très rapidement, une question sur la dette également, puisque nous sommes des pays qui sommes financés essentiellement par la dette. Standard & Poor's n'a pas abaissé la note de la France, Fitch l'a fait précédemment. Est-ce que ça a une réelle importance, l'abaissement ou pas de la note de la France ou d'un pays de l'Europe par Standard & Poor's ou Fitch ? Nous n'avons aucune confiance à attribuer à ces agences de notation qui ont failli. D'ailleurs, elles auraient dû être beaucoup plus régulées par l'Union européenne, voire même contraintes. Alors, pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui de se remettre au travail, à la production, pour financer notre consommation. Oui, mais pour ça, il faut avoir des outils de production. Qui prête de l'argent à la France aujourd'hui ? Quels sont les pays qui prêtent de l'argent ? Nous avons un taux d'épargne à activer, je vous le disais tout à l'heure, avant que vous ne m'interrompiez. Nous avons un système bancaire qui n'est pas en état de financer la réindustrialisation, qu'il faut réformer. Aujourd'hui, quand vous allez voir un banquier, pour financer une PME industrielle, à chaque fois qu'il prête 1 euro, il est obligé de mettre 1 euro de réserve tellement il considère que c'est archi risqué, alors que le risque est beaucoup plus faible que dans de nombreux autres investissements auxquels il procède. D'ailleurs, l'implication de certaines banques françaises dans la crise des subprimes a montré que les activités de marché spéculatives étaient beaucoup plus risquées que les activités de financement de l'économie réelle. Donc, la réforme des banques qui n'a pas été faite après la grande crise 2008-2009 doit être faite, et nos fonds de pension doivent être activés pour mettre notre argent dans l'industrie et l'agriculture. 30 secondes. Peut-être parce que la politique de la Banque Centrale Européenne a été beaucoup trop expansionniste pendant une vingtaine d'années. Nous avons prêté à des taux très bas pendant des années 90 à 2010. Même Bernard Arnault s'en étonnait. LVMH empruntait à des taux négatifs. Aujourd'hui, nous payons le prix d'une politique trop souple. Écoutez, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'augmentation des taux d'intérêt d'une façon très dure ne fait pas disparaître l'inflation. Peut-être à 5% dans mais ne fait pas disparaître l'inflation, parce que l'inflation, elle vient essentiellement d'une politique européenne qui est la politique de formation des prix de l'énergie, qui continue à produire des effets négatifs. Donc la hausse des taux d'intérêt, elle est en train de casser le secteur du BTP, de l'immobilier, c'est les premières victimes, voilà, et de mettre par terre l'économie au lieu de résoudre le problème de l'inflation. Donc on est en train de se tromper de remède par rapport aux mots qui nous frappent. Merci Arnaud Montebourg. De géostratégie. Les banques centrales face au BRICS, un trimestriel qui est encore en kiosque pour quelques semaines. Merci. Merci à vous. Infiniment. Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau.